tous sur Reflet TV. Première partie de cette émission. Que faut-il lire entre les lignes de l'audience accordée par le président Laurent Gbagbo à la délégation de l'Union africaine? Un geste politique fort ou un simple échéance protocolaire? Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, nous passons au décryptage de la lettre ouverte adressée au peuple ivoirien par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Que contient ce message et à qui s'adresse-t-il vraiment? Pour en parler ce soir, 4 consultants sur ce plateau. Tout d'abord, plus chérie Edith Boubalé, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Et puis, consultante, et puis Arsène Andoma, analyste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, M. Sidi. Marcel Niawa, bonsoir. Analyste politique. Au cours de cette émission, chers téléspectateurs, nous serons rejoints par Gaël Lakba, analyste socio-politique. On commence cette émission avec la première partie. Puis, chérie Boubalé, quel sens donnez-vous à cette rencontre entre le président Laurent Gbagbo et la délégation de l'Union africaine, rencontre qui s'est également étendue à d'autres partis politiques? Justement, c'est une rencontre importante parce que c'est une mission d'évaluation de l'Union africaine qui est arrivée après celle de l'ONU. On espère que la CEDEAO va suivre. Donc, elle n'est pas seulement adressée au président Laurent Gbagbo, c'est une mission d'évaluation de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une mission très, très importante parce que c'est étendu à tous les acteurs, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, ils ont rencontré Cap Côte d'Ivoire. Demain, à 15h, ça sera la société civile. Ce qu'on espère, c'est que cette mission va permettre d'apaiser les tensions entre tous les acteurs politiques par rapport à la présidentielle qui arrive. Bien. Marcel Niawa, que symbolise pour vous cette audience de l'Union africaine dans le contexte politique actuel? Dans le contexte politique actuel, il faut dire que c'est la deuxième organisation internationale qui arrive en Côte d'Ivoire. Il y a eu d'abord l'ONU et aujourd'hui, on enregistre l'arrivée de l'Union africaine. Mais cela prouve déjà qu'à 4 mois des élections, il y a une crise préélectorale qui se présente ici en Côte d'Ivoire. L'opposition avait présenté un certain nombre de revendications, telles que la réforme de la CEI, l'injustice qui frappe certains cadres, certains candidats de l'opposition du fait de leur radiation sur la liste électorale, et les joutes verbales que nous observons ça et là montrent vraiment qu'il y a problème. Donc ces organisations internationales sont dans leur rôle, telles que l'Union africaine qui est là pour la prévention, la recherche de la paix. Donc mieux vaut prévenir que de guérir. Je pense que c'est dans ce contexte qu'ils sont venus. Le porte-parole principal de cette délégation a bien dit qu'ils viennent pour écouter et après donner leur avis. Donc voilà un peu le contexte dans lequel se situe cette délégation de l'Union africaine qui n'a pas pu visiter le président Laurent Gbagbo. Ils sont allés rencontrer Cap Côte d'Ivoire et ils sont allés rencontrer la CEI. Ils vont encore dans les jours qui viennent, d'autres organisations et d'autres personnalités politiques, ils vont les rencontrer. Bien. Arsène Andoma, on se demande pourquoi maintenant. Et puis, une autre question, que révèle cette rencontre chez le président Laurent Gbagbo à 4 mois de la présidentielle ivoirienne? Non, pour moi, j'estime que après celle de l'Union africaine, c'est dans l'ordre normal de l'agenda de ces organisations. Celle des Nations Unies? Celle des Nations Unies, c'est normal, c'est normal. Ce sont des missions d'évaluation normales parce que lorsqu'il y a des échéances importantes d'un pays, ils viennent pour savoir ce qu'il en est, comment ça va se passer, tout et donner des conseils. Mais pour moi, ça ne présente rien et ça ne dénote rien du fait qu'il y ait une quelconque crise post- ou préélectorale qui va se faire. C'est dans l'ordre normal des choses. Donc, moi, j'estime que la Côte d'Ivoire, c'est un pays normal qui va organiser une présidentielle normale, démocratique, inclusive, libre. Donc ces organisations-là viennent s'imprégner de comment les choses seront faites, de comment les choses vont être faites, et puis préparer aussi leurs observateurs, le terrain, puisque généralement ils envoient des observateurs, préparer leurs observateurs à venir observer ces élections-là. Donc pour moi, il n'y a pas le fait à la maison, comme on le dirait, c'est dans l'ordre normal des choses. Concernant la rencontre avec le PPACI du président Gbagbo, j'estime que c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est un parti politique et ça ne s'arrêtera pas au PPACI du président Gbagbo. C'est pour dire que cette venue-là n'est pas figée sur le PPACI du président Gbagbo. C'est pour rencontrer tous les acteurs politiques et comme l'a dit Madame Chérique Boubalé, également la société civile, tous ceux qui seront qui vont conclure avec cette présidentielle-là seront rencontrés, ils vont discuter avec eux, ils vont s'imprégner de cela. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, c'est quelque chose qui est normal. Et je n'en suis pas
surpris. Bien. Pécheur Iqbal, est-ce qu'il faut voir à travers ces rencontres un message indirect au pouvoir d'Abidjan? Oui, bien sûr. Parce que, comme il dit là, en fait, en réalité, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que c'est l'écho de toutes les plaintes qui sont parvenues à l'Union africaine. Les plaintes des acteurs politiques, les plaintes de la société civile par rapport au scrutin. Donc, ça a soulevé forcément des inquiétudes au sein de ces institutions internationales qui ont un devoir de jouer un rôle de prévention. Cela dit, à l'issue de toutes ces missions-là, c'est des recommandations qu'on formule. C'est des recommandations qu'on formule. Après, c'est au pouvoir en place de voir ce qu'il retient, ce qu'il ne retient pas. Mais je pense que c'est un écho à toutes les plaintes qui sont faites dans le cadre des élections à venir. Bien, Marcel Niawa, selon certains analystes, qu'il faut voir à travers cette audience avec le président Laurent Gbagbo, un signal fort que le président Laurent Gbagbo est redevenu une figure pivot, voire incontournable du jeu électoral ivoirien. Oui, le président Laurent Gbagbo n'est pas devenu, il est toujours. Mais ce que je voudrais indiquer, comme mon voisin de droite... Non, je dis redevenu. Il est redevenu, vous avez dit, je dis, il est toujours. Il n'est pas, il demeure toujours le pivot de la politique nationale. N'est-ce pas? Contrairement à ce que mon voisin de droite disait tout à l'heure, que c'était une mission normale. Je dis, quand je m'en tiens aux propos du porte-parole de cette mission qui dit que la situation en Côte d'Ivoire ne rassure pas, elle est préoccupante. Donc, c'est pas une mission traditionnelle des Nations Unies. Et pourtant, la dernière mission qui est venue a fait une déclaration pour dire qu'elle est satisfaite de l'environnement. Laisse-moi, il dit bien que la situation ne rassure pas. Et que la il n'y avait pas encore eu les radiations. Il n'y a pas encore, il dit que la situation ne rassure pas et que la sous-région, elle est actuellement, elle est mouvementée et compte tenu de la place que la Côte d'Ivoire occupe, il souhaite que la paix soit maintenue en Côte d'Ivoire. Et cela est dû surtout au fait que l'opposition réclame une discussion et le pouvoir en place refuse de discuter. Donc c'est un dialogue de sourds qui s'est installé. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais qu'il y a une crise préélectorale qui est en cours et il fallait que l'Union africaine vienne, les organisations internationales qui ont pour mission d'aider les pays dans la recherche de la paix viennent pour éviter le chaos de 2010-2011. Et il y a matière, dans la mesure où les tensions montent, on voit le président Laurent Gbagbo et l'opposition en général qui commencent à redire leur position, le pouvoir en place qui semble ne pas du tout comprendre. On a vu la dernière conférence de presse du RHDP qui dit qu'il n'y a pas de feu à la demeure et que ça ne sert à rien de discuter. Donc ce dialogue des sourds-là, et ça risque de nous envoyer dans des lendemains vraiment périlleux. Il faut sortir de là. Bien, Arsène Anoma, il y a aussi le timing de cette rencontre, juste après le meeting de Laurent Gbagbo à Port-Bouin. Est-ce que c'est une coïncidence ou un enchaînement stratégique? Non, pour moi, comme je le dis, moi je reste sur ma ligne. Hein. Moi j'estime que ce n'est en rien lié ni à la personne, comme le dirait mon voisin de gauche, que Laurent Gbagbo est la figure prédominante de la politique ivoirienne, ça ne prend rien. Cette mission... Mais d'aucuns pensent que c'est lié au message donné. Cette mission, je le dis, elle n'est pas consécutive seulement au PPAC du président Gbagbo. Cette mission rencontrera tous les acteurs politiques et comme l'a dit Mme Chiribari, même les acteurs de la société civile. Ça veut dire que ce n'est pas la peine pour le président Gbagbo, c'est par exemple de faire de la récupération politique. C'est une mission normale qui vient rencontrer des acteurs politiques normaux d'un pays qui s'apprête à organiser une élection présidentielle normale, sans problème. Cette mission, elle est là, elle rencontrera tout le monde. À l'issue de cette mission, elle fera un communiqué. La mission précédente est venue. Les opposants s'étaient égosillés pour dire que oui, elle vient tirer les oreilles au pouvoir, et que c'est là. À l'issue de ça, elle a fait un communiqué où ils se sont sortis avec une douche froide. La mission, au contraire, s'est réjouie des conditions dans lesquelles le processus électoral de la présidentielle était mené. Et moi, je suis convaincu qu'à l'issue de cette énième mission, qui pour moi est encore une mission d'évaluation normale d'un pays qui construit sa démocratie, qui est habitué à organiser des élections démocratiques, qui à chaque fois où l'opposition essaie de les troubler, mais le pouvoir en place se donne les moyens d'organiser des élections démocratiques, libres et transparentes.
l'élection, la présidentielle de 2025 ne va pas déroger à ces principes-là qu'on a depuis 2015. Cette énième élection présidentielle sera organisée comme toutes les autres. Elle est libre, elle est démocratique et il n'y aura rien. Comme le disait mon voisin de gauche, que les gens sont brimés, tout ceci là. Non, le pouvoir ne refuse pas la discussion. Comme l'a dit le ministre Touré Mamadou, le pouvoir est prêt à discuter, mais le pouvoir discutera de certaines choses qui vont permettre à l'élection de bien se passer. Mais il ne faudrait pas que l'opposition se leurre en croyant que cette discussion-là va se faire autour de ces revendications et pour permettre à ce que ces revendications-là soient prises en compte. Parce que ce sur quoi l'opposition est arc-boutée sont des choses qui sont réglées par nos lois ivoiriennes et elles resteront comme ça. Merci Arsène Anoma. Alors nous sommes rejoints, chers téléspectateurs, par Gaël Lakpa. Bonsoir Gaël Lakpa. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Alors nous sommes dans la première partie de cette émission. Nous parlons de la rencontre entre l'Union africaine et Laurent Gbagbo ainsi que d'autres partis politiques ivoiriens. Pour vous, est-ce que à travers cette rencontre, est-ce qu'elle est perçue, est-ce que l'Union africaine est perçue comme une force de neutralité ou est-ce une force instrumentalisée par les acteurs politiques? Non. D'abord, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonsoir à mes co-panélistes. Alors, la mission de l'Union africaine n'est pas partisane. C'est une organisation internationale, tout comme la CEDEAO, comme la plupart de toutes les autres. Qui a souvent été pointé du doigt par certains dirigeants et même certains citoyens de nos pays. Ça dépend de l'angle sur lequel on se met. Parce que moi, je le dis toujours, quand on est au pouvoir, souvent, ces organisations internationales-là, on n'a pas confiance. Quand on est dans l'opposition, on a confiance. Donc, en ce moment, nous, de notre position d'analyste, on s'en tient à la mission, à ce qui a poussé à la création de ces organisations. Voilà. Donc, l'Union africaine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous verrez que de ceux qui sont dans l'opposition, ils applaudissent la mission. Pour ceux qui sont au pouvoir, ils se disent que bon, ça n'a pas de sens. Justement, est-ce qu'on peut dire que l'opposition est en train de mettre une certaine pression sur le pouvoir d'Abidjan? Oui, ce sont des leviers au plan international qu'il faut utiliser. Quand souvent on se sent vraiment en minorité, on se sent pas écouté, quand on sent que on est bâillonné à l'intérieur, qu'on n'a pas toutes les libertés. Normalement, effectivement, en dehors de l'intérieur, il faut aller vers l'extérieur et c'est ce que la plupart des organisations politiques contre le pouvoir sont en train de faire. C'est de bonne guerre. Et dans cette dynamique-là, on peut dire que le fait que l'Union africaine ait vu le président Gbagbo hier, ça a tout son sens. Et ça montre que c'est Cap Côte d'Ivoire. Voilà, ça montre que Laurent Gbagbo est un acteur politique sur lequel on peut encore compter. Non, mais c'est pas le seul qui sera rencontré. Vous allez me laisser pas le seul. Vous allez me laisser finir, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Anoma, s'il vous plaît. Ça montre que, en fait, c'est un acteur, comme on appelle, central. C'est un acteur très important. Ils sont venus, ils sont pas allés croiser mon grand-père ou bien ma grand-mère à Brafedon chez moi. Ils sont venus, ils ont vu monsieur Laurent Gbagbo. Donc, quand on nous dit qu'il ne pèse rien, il est mort, tout ça, c'est une réponse pour dire que c'est quelqu'un avec qui il faut compter, donc il faut le prendre au sérieux. C'est un message aussi subliminal au pouvoir. Pour leur dire, ben tiens, je suis encore là. Je suis toujours Laurent Gbagbo, il a dit la dernière fois le samedi, il faut le prendre en compte. Et puis, lui a aussi, par cette venue-là, montre que elle se met dans une position de décrispation. Décrispation pourquoi? Depuis plusieurs mois, on voit un peu tout ce qui se passe. Les tenants du pouvoir vous diront qu'il n'y a rien, tout va bien et tout. Ceux de l'opposition ont des revendications. On demande un dialogue. Ceux de la société civile aussi demandent. Je ne sais pas sous quel angle on peut se mettre pour dire, ça c'est personnellement, je le pense, pour dire qu'on n'a pas besoin de dialoguer. Il y a des situations qui sont là. On parle de la CEI, on parle de la RLE, on parle de candidats qui ne sont pas sur la liste. Des personnes qui, en réalité, font un certain poids sur l'échiquier politique, qui sont écartés aujourd'hui, dont les militants, parce que c'est les militants même que plus qu'il faut voir. C'est pas seulement la personne. Si quelqu'un peut mobiliser 500 000 personnes, peut mobiliser 200 000 électeurs, c'est un leader. Donc le fait de le mettre de côté, c'est comme si on empêche une partie du peuple de pouvoir exprimer son vote. Je l'ai dit ici la dernière fois. Quand on va aux élections, on se rend compte que peut-être 3 millions de personnes seulement vont voter. Sur 7 millions. Les autres là, ils sont où?
Mais bien sûr, ils sont à la maison parce que les élections ne les intéressent plus. Ça ne les intéresse pas parce que soit souvent, leurs leaders ne sont pas là ou bien des leaders appellent au boycott et tout ça. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. On développe le pays, il faut qu'on puisse le développer aussi d'un point de vue démocratique. Qu'est-ce que ça fait que les leaders ivoiriens là, se retrouvent, s'asseyent pour trouver un certain minimum pour mettre le peuple à l'aise? On ne va pas rester sur ça. Merci, donc aujourd'hui, si l'UA est là, ça doit encore montrer que s'il n'y avait rien là, ils n'allaient pas venir. Bien. Voilà. Chérif Balé, autre question. Quelle crédibilité accorder à une médiation menée par l'Union africaine qui ne s'est pas exprimée sur les exclusions électorales passées? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'abord, c'est important de préciser que quand la mission de l'ONU est arrivée, en ce moment-là, on ne savait pas encore qu'il n'y aurait pas de RLE 2025. On n'avait pas encore exclu tous les grands leaders de l'opposition. Donc, cette mission de l'UA arrive dans un contexte de tension, donc dans une crise préélectorale, pour essayer d'apporter sa médiation. Et pour nous, cette médiation-là peut être crédible. Tout dépendra des résolutions qui vont sortir, ou du moins des recommandations qui vont sortir de cette médiation. Si après la mission, l'UA vient nous dire qu'il n'y a pas de problème, tout va bien, il y aura alors plus de problèmes. Mais si elle vient peindre la réalité de façon objective, en faisant des propositions pour désamorcer une crise électorale, alors c'est ça qui va rendre sa mission crédible. Sinon, a priori, c'est une organisation internationale importante qu'on a toujours taxée de ne pas jouer son rôle. Donc aujourd'hui, c'est à la suite de sa mission qu'on saura si elle gagne en crédibilité ou pas. Marcelin Niawa, que dit cette rencontre du rapport de force entre le PPACI et le pouvoir? Mais pas seulement le PPACI, c'est l'opposition en général. Je pense que, comme je l'ai dit dès le début de cette émission, j'ai dit qu'il y a une crise préélectorale qui s'est installée, qui s'est mise en place. Et l'Union africaine qui vient, elle n'est pas venue à une balade de santé, elle vient parce qu'elle a entendu des cris. L'Union africaine voit que, qui est dans son rôle de la promotion de la paix, l'Union africaine qui est là pour protéger les droits de l'homme. Si certains Ivoiriens, certains hauts cadres, certains acteurs politiques disent que leurs droits ne sont pas respectés et que l'Union africaine en a la preuve, ils viennent pour constater. Comme le dit bien leur porte-parole, je suis venu écouter, je suis venu prendre des avis, je suis venu voir de plus près les préoccupations des Ivoiriens parce que la situation sociopolitique ne rassure plus. Alors là, l'Union africaine est dans son rôle. Mais en même temps, je ne suis pas pessimiste, mais il y a quand même des doutes. Parce qu'en 2010, 2011, certains Ivoiriens ont décrié l'attitude de l'Union africaine ici en Côte d'Ivoire. L'Union africaine qui a pour rôle de faire respecter le droit, les institutions ivoiriennes ont parlé. Et ces droits-là, tels que le Conseil constitutionnel qui a dit le droit, mais l'Union africaine n'a pas fait respecter ce droit-là. Donc, bien qu'elle vienne, on espère que cette fois-ci, elle va correctement jouer son rôle pour qu'on sorte des cendres de cette violence de 2010 et 2011. Bien. Arsène Anoma, pour terminer, 1 minute 30. Réaction? Moi, je voudrais d'abord conseiller à mon frère Gawa de débloquer son logiciel de 2010. L'élection de 2010 a donné un vainqueur qui a été certifié et c'est le vainqueur qui est au pouvoir. Bien, on va revenir au débat parce qu'il vous reste certifié pour terminer. Certifié par cette même union ces organisations internationales-là. Maintenant, ce que j'aimerais dire, il faudrait qu'on sorte de cette situation de vouloir ramener le président Gbagbo et le PPACI comme l'interlocuteur principal de cette mission. Cette mission, je le dis et je le redis, c'est une mission banale. Dans tous les pays africains où il y a des élections présidentielles, qui sont les maires des élections, l'Union africaine envoie des missions d'évaluation. Et la Côte d'Ivoire ne déroge pas à ces principes-là. L'Union africaine est venue, elle ne va pas s'arrêter. Si moi, me disais que l'Union africaine a fait le déplacement, venir rencontrer Laurent Gbagbo et le PPACI, j'allais dire OK. Elle est venue rencontrer tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, comme Mme Duchek-Barry même l'a dit, elle rencontrera tout le monde, elle fera son évaluation et elle partira. Ça ne dénotera rien du fait que c'est le président Gbagbo qui est le baromètre de la politique ivoirienne. C'est un acteur politique comme tout le monde et on a vu ses partisans gagneraient à être beaucoup plus modestes. Il était président de la République, il a donné des millions de foules, mais aujourd'hui, il a même du mal à remplir
des espaces même assez contigus. Donc, pour moi, c'est une mission normale qui vient rencontrer un acteur politique normal comme tous les autres. Merci. Elle finira sa mission, elle fera son évaluation. Gaël Akbar, il fallait 30 secondes pour terminer avant la pub. Je veux dire que la solution aujourd'hui ne se retrouve pas à l'Union africaine. Elle ne se retrouve pas à la CEDEAO. La solution aujourd'hui se retrouve entre nous-mêmes les Ivoiriens. On se souvient, avant les élections de 2010, la crise qui a commencé en 2002 a fini par trouver la solution en quoi? Le dialogue direct. Après tous les tours du monde que le président Gbagbo a pu faire, finalement, on est venu se retrouver pour s'asseoir et discuter entre Ivoiriens. Rien ne nous empêche aujourd'hui que le pouvoir et l'opposition s'asseyent un bon jour ou bien 2 jours pour trouver une solution pour que tout le monde soit tranquille. L'Union africaine là va venir effectivement, va faire sa mission. C'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. C'est des fonctionnaires internationaux qui viennent juste justifier, moi je le dis, qui viennent justifier leur salaire, ils finissent et puis ils s'en vont. En 2020, on avait vécu un cas pareil. Je l'avais déjà dit, la CEDEAO était venue comme ça, a fait le tour de toute la classe politique, est parti, on n'a même pas suivi les recommandations qu'ils ont données. Et puis on allait aux élections. Donc, asseyons-nous et discutons. C'est tout. Merci. Alors, ce n'est pas terminé, chers téléspectateurs. Nous marquons une courte pause. On revient juste après pour parler du message de la lettre ouverte du président Laurent Gbagbo adressée aux citoyens, au peuple ivoirien ce jour. C'est dans un instant après la pub. Elle avait été annoncée et c'est chose faite. Le président Laurent Gbagbo a adressé une lettre ouverte au peuple ivoirien ce jour. Quel décryptage de cette lettre avec nos consultants? Première question adressée à Gaël Akbar. Quel regard portez-vous sur le ton de cette lettre du président Laurent Gbagbo? Appel citoyen ou déclaration politique? Bon, on va dire que cela ressemble à un appel citoyen. Mais Gbagbo, le président Gbagbo étant un homme politique, il se sert d'un appel citoyen pour un but politique. Alors, moi, je vais faire une analyse sur la forme. Je me souviens que le président Gbagbo était à Port-Boué le samedi dernier, où il a tenu un très grand discours, attendu de ses partisans. Et 5 jours après, ou 6 jours après, il adresse encore une lettre. En termes de communication, je pense que ça donne l'impression que c'est comme s'il avait l'impression que son message n'était pas assez passé. Parce qu'en général, quand un leader sort pour un meeting annoncé, quand il prononce son discours, à la fin, il faut que ces militants maintenant font ce qu'on appelle le service après-vente. Ils vont faire le débat, ils vont aller dans les fédérations, aller partout pour porter ce message-là, pour pouvoir aboutir au message de fin qui a été donné ou bien du mot d'ordre qui a été donné. Pour décortiquer, en fait. Et ça donne le temps, même souvent 2 mois, 3 mois, aux gens de pouvoir bien comprendre. Mais ce n'est pas encore fini que 5 jours après, une lettre sort. Bon, cette lettre-là, apparemment, elle est habillée sous tête d'appel citoyen au peuple. Mais Laurent Gbagbo a un parti politique. En ce moment, on a l'impression que l'appareil politique est mis de côté pour un appel citoyen qui, à mon sens, vient un peu tardivement parce que soit il lançait ce mouvement-là depuis le départ, depuis plus de 2 ans en arrière, mais maintenant, à 4 mois, je doute fort que ça puisse avoir l'effet escompté. Je doute fort que ça puisse avoir l'effet escompté, l'effet attendu. Parce que de l'autre côté, il y a le parti au pouvoir, il y a aussi les organisations de société civile, il y a la CAP aussi qui est là d'un autre côté. Quand on voit un tel appel citoyen, si Laurent Gbagbo était leader plein et fort de toute l'opposition, je pense que ça aurait pu marcher. Mais pendant que lui, il parle il retourne son discours vers le peuple, vers la citoyenneté, d'autres sont en d'autres sons de cloche. Donc, l'opposition aussi n'étant pas unie, je doute que ce soit vraiment, il puisse atteindre l'objectif. Bien. Et puis, Cheikh Balé, votre appréhension de cette lettre du président Laurent Gbagbo? Oui, c'est une lettre qui est bienvenue. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, le 26 mai, après le comité central de son parti, a lancé « Trop, c'est trop ». Et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce que ça contient? Quel est le sens de ce concept? Et je crois que cette lettre-là est venue pour situer tout le monde sur le sens de « Trop, c'est trop ». Et quand on lit la lettre, on se rend compte que
elle est structurée. Il est parti du contexte, il a expliqué pourquoi trop c'est trop, il a donné les 2 points principaux de revendication, qui sont les revendications sociales d'une part et d'autre part la contestation d'un 4e mandat, et il a tenu à rassurer l'opinion sur le fait que ce ne soit pas un mouvement violent, un mouvement insurrectionnel. C'est important parce que nous sommes dans un pays où on déforme tout. 31 personnes se retrouvent dans la rue pour contester la cherté de la vie. On dit ils ont fait insurrection. Bon, l'insurrection, en principe, elle se fait avec un grand nombre. Donc, c'était important, dans cette lettre-là, de baliser les choses, de faire certaines précisions, de sorte que quand après, les gens vont chercher à corrompre le sens de ce mouvement, ils puissent dire, j'avais bien précisé que. Donc, je pense que c'est vraiment bien arrivé qu'il explique tout ça dans la lettre. Ça va permettre à ceux qui veulent rejoindre ce mouvement-là de le faire en toute sécurité, en toute confiance par rapport au contenu. Ceux qui se reconnaîtront dans les revendications que sont portées vont venir librement. Donc, moi, je pense que c'est important parce que depuis, il dit trop, c'est trop, c'est trop, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc là, maintenant, on est situé et puis bon, ça permettra à chacun de décider librement. Bien, on voit dans cette lettre, je cite, ce mouvement est un outil transversal, parlant de trop, c'est trop, un espace de rassemblement au-delà des clivages politiques pour faire entendre les vraies préoccupations des populations, pourtant portées par une personnalité politique. Stratégie ou paradoxe? Non, il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a pas de paradoxe parce que tout homme politique est un citoyen. Laurent Gbagbo lui-même dans la lettre... Non, sa posture est comprise. On parle plutôt de l'appel lancé à ces Ivoiriens qui ne sont pas forcément dans les partis politiques. Mais c'est ce que j'ai dit. Dès l'instant où on dit un appel citoyen, un mouvement citoyen, c'est un rempart citoyen qui protège la société ivoirienne. Il voit que la société ivoirienne, elle est en danger. Face à ce danger, que faut-il faire? Ce n'est pas lui seulement, Laurent Gbagbo. Et d'ailleurs, il parle dans cette lettre, il parle des revendications sociales, du respect de la Constitution. Donc, s'il y a certains ils n'ont pas tous les mêmes préoccupations, mais toujours est-il qu'ils sont en danger. C'est face à ce danger, il réunit tous les Ivoiriens. Ne voyez pas seulement la classe politique, parce qu'un homme politique est d'abord un citoyen aussi. Donc, c'est tous les citoyens qui l'appellent. Et ici, plusieurs fois sur ce plateau, il y a certains qui ont dit, mais comment Gbagbo veut combattre? Mais aujourd'hui, il donne les moyens, il dit de façon pacifique. Mais en même temps, quelqu'un qui veut se battre, il donne les raisons pour lesquelles il veut se battre. Donc, la lettre qu'il vient de publier aujourd'hui, il donne dans cette lettre les raisons de ce combat et comment il compte combattre et avec qui? Mais avec toute la population ivoirienne. Même certains, peut-être même certains militants du RHDP qui sont frustrés vont le rejoindre dans ce combat. Donc, c'est tout le monde, ça veut que tout le monde, ce n'est pas une stratégie politique, mais c'est un citoyen, c'est pas un homme politique qui lance, c'est un citoyen ivoirien qui rassemble tous les citoyens de Côte d'Ivoire pour mener ensemble un combat. Bien. Arsène Anoma, que révèle cette initiative sur la stratégie actuelle de Laurent Gbagbo? Êtes-vous surpris aussi par le contenu ou quelles étaient vos attentes avant cette publication de la lettre? Non, moi, d'abord, je conseillerais aux collaborateurs du président Gbagbo de lui arracher de plus en plus le micro pour lui donner un stylo pour écrire. Parce que lorsqu'il écrit... Mais cette lettre n'a pas été annoncée je viens. Lorsqu'il écrit, une vidéo, lorsqu'il écrit, écrite, il est beaucoup plus... beaucoup plus concentré et ça va. Parce que là-bas, on nous a dit qu'on va se battre, tout. Ici, bon, on explique quelque chose. Bon, ça peut être... C'est un combat. Je viens. Ici, on explique quelque chose. Ce que j'aimerais dire, au travers de cette lettre, j'ai vu un leader politique qui est déconnecté des réalités ivoiriennes, qui est resté bloqué sur 2010. Lorsqu'il dit que depuis 15 ans, les Ivoiriens se sont appauvris, il y a la dictature, il y a ceci, cela, tout, alors que moi, je vois que depuis 15 ans, ici, là, on part pour 2030. La Côte d'Ivoire va vers un taux d'électrification à 100%, de l'eau à 100%. Il y a des infrastructures routières qui sont faites. Mais il y a la cherté de la vie. La cherté de la vie, elle est mondiale. On lutte contre ça. Il y a beaucoup de choses qui sont...
par exemple, les fonctionnaires, moi je suis fonctionnaire, il y a eu le relèvement de l'indemnité de logement de 100 000 qui est étendu à tous les fonctionnaires, ce qui n'était pas chose, qui n'était pas pour tout le monde. L'allocation familiale a doublé, l'indemnité de transport a doublé. Aujourd'hui, il y a l'avancement chaque 2 ans avec effet financier. Enfin, on revient au sujet. Est-ce que pour vous, non, il faudra répondre parce qu'on a un temps imparti, quand ça sera épuisé, ça sera terminé également. Est en déphasage avec nos réalités. Et pour moi, lorsque je dis que la lettre est en déphasage avec nos réalités, les Ivoiriens ne vont pas adhérer à cette lettre-là. Et pour moi, c'est une stratégie qui voit l'échec. Dans sa lettre, il parle d'unir les Ivoiriens. Mais tu veux unir les Ivoiriens, tu n'arrives même pas à unir l'opposition. L'opposition même qui est fracturée aujourd'hui, le président Gbagbo ne parle pas avec le Goudé, il ne parle pas avec son ex-épouse. Lui, il a fait l'appel de Benoît, qui est devenu trop, c'est trop. Il se cherche, il ne sait même pas quel mot doit lancer. Son épouse et puis son ancien lieutenant ont créé CAP. Et même là, CAP Côte d'Ivoire a supplanté l'appel de Benoît, qui est finalement en perdition, est devenu trop, c'est trop. Donc pour moi, c'est un leader politique. Il faut reconnaître qu'il a eu ses heures de gloire, mais qui a perdu son récit d'antan, qui se cherche. Et pour moi, cette lettre-là sonne comme un désaveu, une déconnexion de nos réalités. Merci Arsène Noma. Gaël Akpa, est-ce que trop c'est trop de Laurent Gbagbo peut-il survivre face au RHDP et à l'opposition à travers CAP Côte d'Ivoire, constituée du PDC-RDA, de COGEP, du MGC et bien de partis politiques? Pour que toutes ces différentes organisations et mouvements qui se lancent dans l'opposition puissent connaître la victoire finale, ce n'est nulle part que dans l'union et dans l'unité de toutes ces forces vives-là. Si elles ne réussissent pas, parce qu'elles prétendent toutes vouloir réconcilier les Ivoiriens, si toutes ces organisations de l'opposition ne réussissent pas, un temps soit peu, à se mettre ensemble, c'est que cela voudrait dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas conscience de l'adversaire qu'ils ont en face. Ça, c'est ce que je voudrais dire là-dessus. Donc, c'est pour répondre à la question. Donc, trop c'est trop seul, je doute fort que trop c'est trop seul puisse, puisse remporter la victoire. Mais comme c'est un appel citoyen, peut-être que les autres voudront bien suivre l'appel du président Laurent Gbagbo et on verra. Mais je vais revenir sur la lettre. J'ai vu au moins 2 ou 3 fois l'emploi de souvent. Même quand vous voyez, quand il décrit des choses, il dit souvent. Quand il dit souvent, ça veut dire que ce n'est pas tout le temps. Quand il parle, ça m'échappe un peu, des dérives dictatoriales et autres, il dit souvent. Ce qui veut dire que là, il est un peu plus modéré relativement au discours qu'on avait vu le samedi. À cause j'ai dit, c'est bien qu'il parle. À côté de cela, il y a le ton. Le ton ici, il est calme. Il est calme, il est tempéré, il est plus responsable. Là, ça passe. C'est pour ça que je dis que j'ai eu l'impression que c'est comme si, lors du meeting, il était tout feu, tout flamme. Après le meeting, ils se sont concertés encore pour venir revoir les choses. Mais ce n'est pas mauvais en soi. Dans cette lettre-là, il faut comprendre cette lettre-là comme un appel indirect à la remobilisation des troupes. Et puis, est-ce qu'il arrivera à remobiliser l'ensemble des Ivoiriens autour de lui? Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces... Selon votre lecture? Oui, selon ma lecture, je l'ai donnée. J'ai dit, aujourd'hui, pour que lui-même, que ce soit du PDCI, de la CAP, du PPACI et de toute autre organisation de l'opposition, tant que les Ivoiriens ne vont pas les voir tous avoir un plan d'ensemble, essayer de se mettre ensemble pour avancer, je doute fort. Parce que ce n'est pas comme ça là qu'ils pourront déstabiliser l'adversaire qui est en face. Bien. Plus Chérif Gallon, on le sait tous, Laurent Gbagbo est une grande figure politique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'en 2025, il pourra réellement fédérer au-delà de ses partisans historiques? À travers trop, c'est trop. Bon, ce qu'il est important de savoir, c'est que le président Laurent Gbagbo a toujours obtenu la sympathie de certains Ivoiriens qui ne sont pas forcément ses partisans. Donc, il n'y a pas de raison que cela ne se poursuive pas. C'est pour cela qu'il était important de préciser le contenu de trop c'est trop pour que tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, décident si ça leur sied ou pas. Cela dit, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux que nous ne voyions pas nos réalités en face. On a toujours dit que
on est dans deux mondes. C'est dommage qu'on le dise, mais quand on entend quelqu'un comme M. Anoma parler, on a l'impression qu'on ne parle pas de la même Côte d'Ivoire. C'est pareil. Ici, à Abidjan, il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable. Quand on cassait les maisons des gens, on n'a pas demandé à quelqu'un son parti politique, son ethnie ou sa religion. Donc, il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas politiser les choses de façon excessive. Il faut voir la réalité en face. Quelles sont les réalités des Ivoiriens? Est-ce que c'est ce qui est pris en compte dans Trop c'est trop ou pas? Ça, c'est vraiment important. Maintenant, par rapport au ton, on ne parle pas dans un meeting comme on écrirait, comme on parlerait sur un plateau de télé. C'est tellement évident qu'il y a une différence entre ce qu'on dit dans un meeting et ce qu'on écrit. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on veut. Le plus important, c'est est-ce qu'on convainc son auditoire. Et donc, par rapport à Trop c'est trop, ce que moi je voulais relever, c'est que, je l'ai toujours dit et je l'assume, nous ne sommes pas dans une démocratie. Pourquoi nous ne sommes pas dans une démocratie? Parce que nos lois sont contre notre Constitution. L'article 20 de la Constitution nous parle de liberté d'association, de liberté de réunion, de liberté de manifestation pacifique. Mais sur le terrain, on réprime les manifestations pacifiques. Sur le terrain, on empêche les acteurs de l'espace démocratique de commercer ensemble. Donc, l'appel qui a été lancé à travers Trop c'est trop, là, dans des situations de crise, les acteurs de tous les bords peuvent se mettre ensemble pour une cause commune. Bien. Et là, avec la loi, l'ordonnance qui est devenue loi, là, ça va quand même bloquer l'adhésion de sur les organisations de la société civile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous, société civile, vous vous sentez, leader de la société civile, vous vous sentez concerné par cet appel du président Laurent Gbagbo? Mais forcément qu'on se sent concerné. Ce qui est décrié dans les revendications sociales, ça touche toutes les couches sociales. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a créé Plus Jamais ça. C'est pas le sujet du jour, mais c'est pour dire que nous sommes d'accord avec tout ce qui vient pour défendre les intérêts du peuple. Bien, Marcelin Niawa, le constat dressé par Laurent Gbagbo à travers cette lettre, on entend précarité, pauvreté, injustice, vous ne citez que ces termes. Est-ce que ces termes, selon vous, sont fondés? Oui, ces termes sont fondés. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Toutes ces maisons qui sont cassées. Quand vous voyez Agamé, vous voyez Gesco, toutes ces personnes-là n'ont jamais été relogées. On a vu des personnes dont les maisons étaient cassées à Port-Boué et qui dormaient dans les cimetières. Ce sont des images qui existent. Mais je veux dire que certains de mes débatteurs qui parlent de Laurent Gbagbo, on dirait qu'ils ne le connaissent pas. Laurent Gbagbo a été toujours un homme responsable, un homme modéré, un homme modéré, un homme qui n'est pas un battant en guerre. La preuve, il a su désarmer, il a su mettre la rébellion, désarmer la rébellion de 2002. Les accords de Ouagadougou. Si Laurent Gbagbo avait été un battant en guerre, les Soro Guillaume et autres n'auraient jamais déposé les armes. Il a été toujours du côté du peuple, du côté de l'apaisement. Mais quand M. Gaël l'a pas dit, contrairement à son discours, le courrier, contrairement à son discours, mais M. Gaël l'a pas. Laurent Gbagbo, quand vous le lisez dans tous ses livres, c'est quelqu'un qui se fait toujours comprendre. Il n'a pas besoin d'un tuteur pour t'expliquer ce que Laurent Gbagbo fait. Et quand il parle aussi, il n'a pas besoin d'un traducteur pour quelqu'un pour vous faire comprendre. Mais à Port-Boué, je pense que c'était de la fermeté. Il a mis beaucoup de fermeté dans sa voix. Mais ce n'était pas des menaces. Ne voyez pas ça. Il a été ferme. Face à toute cette souffrance que les Ivoiriens voyaient, il a été ferme. Cette fois-ci, il vient d'expliquer sa méthode. C'est un pédagogue. Au fur et à mesure qu'il avance, il a une méthode de travail qu'il expose. Il faut plutôt s'approprier sa méthode de travail, sa pédagogie, pour voir là où il va. Bien. Là où une autre question, il y a aussi le refus d'un 4e mandat, selon les termes employés dans cette lettre, voilà, qui a été évoquée par le président Laurent Gbagbo. Oui, cette question, c'est normal. Ce sont les rédacteurs de la Constitution de 2016 qui eux-mêmes l'ont dit. Ils disent que Ouattara n'est plus éligible, il ne peut plus faire un 3e mandat. Il a prétexté de la mort d'Amadou Gon pour faire un 3e mandat. Mais toujours est-il que la même constitution, elle existe. Le ministre de la Justice, devant l'Assemblée nationale, a démontré par A plus B que M. Ouattara ne peut plus être candidat. Donc,
le respect de la loi dont parle le président Laurent Gbagbo, c'est cette question. Et c'est fondé. C'est la Constitution, c'est les rédacteurs qui le disent. Donc, M. Ouattara n'a plus le droit d'être candidat. Pas parce qu'on n'aime pas Ouattara, mais on veut créer une société démocratique. Et la démocratie, c'est le respect des lois. Merci. Donc, nous voulons que les gens... Arsène Anoma, réaction? Non, moi, j'aimerais dire, effectivement, nous ne vivons pas dans le même monde. Ça, c'est clair. Quand on dit, par exemple, les maisons ont été cassées, aujourd'hui, nous sommes après un mois de saison des pluies, le nombre de morts a drastiquement... Oui, mais ça a beaucoup diminué qu'avant. C'est juste une précision. Lorsqu'on parle du fait que l'opposition n'arrive pas à faire... On vient d'assister à un meeting du président Gbagbo à Port-Boué. Avant ça, il y a eu Cap à Yopougon. L'opposition se réunit. Gbagbo même est parti faire une manifestation chez moi à Beauville. L'opposition se réunit, l'opposition n'est pas brimée. Lorsque les manifestations respectent les lois de notre pays, elles sont faites. Ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, il y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Comme le dit mon voisin de droite, qui est généralement de gauche, qui est généralement très pessimiste, pour moi, le président Ouattara fera son deuxième mandat de la Nouvelle République. C'est ce même président-là qui n'est pas reconnu par les partisans du président Gbagbo, que le président Gbagbo et le président Bédié, ils sont partis dans le temps de la présidence et ils lui ont donné le monsieur le président. C'est ce même président qui n'est pas reconnu par eux qui a permis au président Gbagbo d'avoir ses rentes viagères avec un rappel et qui lui donne toutes ses prérogatives d'ancien chef de l'État. Quelque chose que vous ne reconnaissez pas. Et d'ailleurs, le ministre de Mode l'a dit lors de la dernière séance de discussion entre des partis politiques, le principe premier qui avait été accepté par l'opposition, c'était de reconnaître le pouvoir, de reconnaître le mandat de 2020. Et ça a été reconnu par chose. Donc aujourd'hui, dire quelque chose la nuit et puis venir se dédier le jour, ça montre même que nous sommes face à une opposition qui n'est pas celui qui n'est pas responsable. Et ça se traduit même par la lettre du président Gbagbo. Lors des meetings, tu as un discours guerrier, tu as un discours qui va dans tous les sens. Heureusement que ses conseillers les plus proches ont compris qu'il n'avait pas été véritablement compris qu'il était sorti. Mais au meeting, il s'adressait à ses militants et dans cette lettre, c'est à l'ensemble du peuple ivoirien. Au meeting, il ne s'adressait pas à ses militants. Le meeting n'était pas fait dans le bureau du PPAC. Le meeting bien, était ça, on le sait, mais la plupart des participants à ces meetings sont la grande majorité des militants du PPAC. Il peut contenir tous les militants du PPAC. Il y a des gens qui voient des meetings pas parce qu'ils sont forcément militants, mais ils vont écouter. Bien. Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas la peine de choses. Le mandat qui vient, le président Ouattara a le droit d'être candidat s'il le veut. Merci Arsène Anoma. On vous a bien compris. Gaël Lacroix, quelle est la part de la sincérité citoyenne et la part de calcul électoral dans ce discours, dans cette lettre du président Laurent Gbagbo? La part de la sincérité sincérité citoyenne et du calcul électoral s'il y en a, bien sûr. Bon, moi, ce que je sais, c'est que toute action qu'un politique mène est forcément intéressée, est forcément calculée, est forcément stratégique. Je l'ai dit à l'entame de mes propos tout à l'heure, c'est vrai, c'est un appel citoyen, mais pour des fins politiques. Donc la réponse est là. Comment il s'appelle? Mon co-débatteur disait tout à l'heure, Marcelin Niawa disait tout à l'heure, je vais me permettre de répondre rapidement. Moi, je n'ai pas dit que dans le discours de Laurent Gbagbo à Port-Boué, il aurait menacé des gens. Non. Mais aussi, quand on a le discours politique, public, comme ça a été là, on est tous d'accord qu'on est dans une situation, on le dit tous ici tout le temps, dans une situation préélectorale tendue. Et quand il sort, tel qu'il est sorti la dernière fois, vous avez vu, au lendemain, les réactions, surtout de la part des personnes du pouvoir, et même de certains analystes et tout, c'était comme si, après le discours, les gens étaient prêts à sortir tout de suite dans les rues. Et je le dis bien, normalement, quand un grand leader finit de faire un meeting, après le meeting, là, il n'y a rien encore. Il n'y a pas une adresse. C'est une des fois les plus rares que je le vois. Parce que dans le meeting, quand vous l'avez préparé, vous venez, tout ce qu'on est en train de lire aujourd'hui dans cette lettre-là, ça aurait pu se faire le jour du meeting. Mais ça a déjà été fait. Le meeting est passé et puis 3-4 jours après, on revient avec une lettre. Je dis que dans la démarche, si on analyse bien, ça veut dire que c'est comme si
ce qui s'était passé là, on allait s'asseoir, on a regardé, on s'est dit, on n'a pas atteint l'objectif. On dirait que quand on a fait le meeting, on a raté quelque chose. On va essayer de rattraper. Mais comment on fait? Le service de communication, on fait une lettre où on va bien expliquer les choses. Sinon, au meeting, tout pourrait se faire. Et puis aujourd'hui, on serait dans le service après-vente. C'est ce que j'ai dit. Et quand je le dis comme ça, je ne suis pas en train de dire que Laurent Gbagbo aurait tenu un discours guerrier et tout. On a tous écouté son discours, mais on a entendu quand même des choses qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas entendu. Il y a très longtemps, on l'a pas vu faire. Et je pense que cette lettre-là, il a fait juste, pour moi, pour recadrer, pour remettre les choses en place, pour que tout le monde puisse vraiment savoir maintenant de façon claire sa vision. Sinon, dans le discours de Paul Boué, après cela, pour moi, on n'avait plus besoin de revenir sur encore une lettre. Ça fait un peu de trop. Bien avant, Pierre-Chéric Balé, bien avant la publication de cette lettre, quelles étaient vos attentes? Voilà. Après la lettre, on était là, maintenant on s'attendait, on se disait, de toute façon, Laurent Gbagbo est sorti, et puis il a parlé là. Lui-même, il a dit, je vais donner le mot d'ordre, mais je ne vais pas là où on m'attend. Du coup, stratégiquement, tout le monde est là, on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va venir demain? Il y a certaines personnes qui vous diraient que la lettre qui va sortir là, quand ils ont annoncé la lettre, il y a d'autres qui pensaient qu'il allait lancer le mot d'ordre dedans. Mais non, il ne le ferait pas. Et je le dis, vous avez vu, la lettre est venue. C'est comme si la lettre même, en réalité, aujourd'hui, balayait un peu presque tout ce qui s'est passé la dernière fois, parce qu'on est tous focus aujourd'hui sur la lettre, et c'est le plus important. Bien. Pierre-Chéric Balé, la part, s'il y en a, du calcul électoral à travers cette lettre adressée par le président Laurent Gbagbo. Bon, cette lettre-là prend en compte les préoccupations de la plupart des Ivoiriens. Donc forcément, c'est une lettre qui tend à séduire l'électorat, puisque nous sommes en année électorale. On ne va pas venir faire quelque chose de public sans chercher à gagner des électeurs. Donc la part du calcul électoral me semble évident, mais cela ne doit pas occulter les réalités qui sont contenues dans ce courrier. Ces réalités-là, ce sont les souffrances des Ivoiriens. Ces réalités-là, c'est la nécessité pour tous ceux qui pensent la même chose de se mettre ensemble pour défendre ce qu'ils soutiennent face à un pouvoir qui n'est pas ouvert au dialogue. Parce que c'est ça le problème. Nous là, on est de formation syndicale. On ne donne pas de mot d'ordre pour donner de mots d'ordre. C'est comme on ne va pas à la grève pour aller à la grève. C'est quand on a épuisé tous les recours de dialogue que maintenant on va à la grève. Donc quand on donne ce genre de message-là, que ce soit au meeting comme la lettre ouverte, c'est une façon de dire au pouvoir en place, nous sommes en train de nous organiser. Discutons dès maintenant, sinon après, on n'aura pas d'autre choix que de passer à des actions. Donc là maintenant, la responsabilité, mais des actions pacifiques, mais comme je le disais tantôt, comme on n'est pas dans une démocratie, les actions pacifiques là, on les qualifie, on les diabolise, on les, comment on va dire ça même? Minimise. Non, pas qu'on les minimise. On les dramatise. On les salit. On fait comme si manifester est un délit. On fait comme si descendre dans la rue est un délit. Alors que ce sont des droits constitutionnels qui doivent pouvoir s'utiliser comme moyen de protestation quand le dialogue est bloqué. Merci, Pierre-Chéric Balé. Marcelin Niawa, prochaine et dernière question pour vous. Quelle est la part de la sincérité citoyenne et la part du calcul électoral dans cet appel? Et puis, une autre question. Est-ce qu'on peut dire que le président Laurent Gbagbo prend de court les autres leaders de l'opposition avec cette initiative? Bon, je peux dire déjà d'emblée que le président Laurent Gbagbo ne prend pas de court. Il faut analyser tout son discours et tout son parcours jusque-là, depuis Bonois, en passant par jusqu'à Port-Bouillet, en passant par Dabouf. Le président Laurent Gbagbo annonce toujours ce qu'il va faire et ce qu'il est en train de faire. Mais je voulais indiquer à M. Lacroix, qui disait tout à l'heure que Laurent Gbagbo aurait dû, à Port-Bouillet, dire tout ce qui est contenu dans la lettre aujourd'hui. J'ai dit non. Laurent Gbagbo, il a une méthode de travail. C'est un pédagogue. Il fait comprendre son message. Il a parlé à Port-Bouillet. Il était devant un public, son public. Et c'est vrai qu'il a parlé à la Côte d'Ivoire. Mais quand il sort de là, il dit que les Ivoiriens étaient crispés. Mais beaucoup aussi voulaient savoir comment est-ce que Laurent Gbagbo compte se battre. Aujourd'hui, il décrit les méthodes, les moyens, ceux avec qui il veut se battre
Comment il veut se battre? Il veut se battre. Donc, c'est un pédagogue, il fait comprendre son message. Je suis sûr que si à Port-Boué, Laurent Gbagbo avait récité tout ça, il y a beaucoup qui n'auraient pas compris grand chose. Il faut aller par étapes. Là, à Port-Boué, c'était une étape. Aujourd'hui, c'est une autre étape. Donc, ce n'est pas un échec, le fait qu'il publie la lettre. Mais il veut faire comprendre sa méthode de travail. Il veut faire comprendre les raisons de son combat. Il veut faire comprendre le but de son combat. Donc, c'est tout ça, la face à l'arrogance du RHDP. Il veut amener tous les Ivoiriens qui souffrent dans cette souffrance-là. Parce que l'objectif d'un homme politique, c'est la recherche du bien-être. C'est pour ça que je l'ai dit la dernière fois ici. Alassane Ouattara a promis un rêve aux Ivoiriens, à certains Ivoiriens. Il leur a donné la mort. Aujourd'hui, cette mort-là, il faut qu'ils sortent de là. Et c'est ce combat que Laurent Gbagbo, il est en train de mener. Et c'est pourquoi il tient ce discours. Il montre une méthode de travail. Et dans cette méthode, il y a de la fermeté. C'est pas de l'arrogance. C'est pas des menaces. Mais il veut vraiment préciser ses idées. Personne n'a dit que c'était des menaces. Non, je ne parle pas. Merci. Alors, Arsène Anoma, on termine avec vous 1 minute 20 secondes. Est-ce qu'il y a une part de sincérité citoyenne dans cette adresse de Laurent Gbagbo, ou bien voyez-vous un calcul électoral? Il n'y a pas de sincérité citoyenne, c'est un calcul électoral. Pour moi-même, j'estime que cette lettre-là n'était pas prévue. À la suite du discours du président Gbagbo sorti du meeting de Port-Boué, le président Gbagbo et son entourage ont compris que la Côte d'Ivoire est désormais dirigée, que la Côte d'Ivoire ne laissera pas prospérer le désordre. Donc, il s'est senti obligé de recadrer son discours en faisant sortir cette lettre-là. Et comme le dit bien mon frère Lakwa, cette lettre-là, c'est une douche froide même pour certains partisans du président Gbagbo qui attendaient au travers de cette lettre-là des mots d'ordre enflammés, plus enflammés même que ce que leur leader a donné à Port-Boué. Malheureusement, ils ont compris que leur leader s'est rendu compte de la réalité des choses qu'il avait en face et que ce pays-là et ceux qui sont à la gestion de ce pays ont décidé de maintenir la Côte d'Ivoire en paix, dans l'unité, dans un climat social bon pour tous les Ivoiriens. Mais faut-il saluer sa démarche? Il n'appelle pas à la violence. Il n'avait pas d'autre choix que ça. Il n'avait pas d'autre choix que ça parce que s'il appelle à la violence, il sait qu'il aura du répondant en face. Le président Gbagbo sait que l'adversaire en face s'appelle Ouattara. Et il sait que le président Ouattara, il le connaît depuis 1990, c'est pas aujourd'hui, ils se connaissent. Donc il n'avait pas d'autre choix. Merci Arsène Anoma. Place maintenant au carton rouge. Le premier carton rouge de cette émission avec Gaël Lakwa. Carton rouge au gouvernement ivoirien relativement à la décentralisation qui était l'un des points focaux des points de campagne du candidat Alassane Ouattara en 2010. Il avait promis réussir la décentralisation en faisant même le transfert de la capitale. 15 ans après, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, on voit que la vie est devenue insupportable à Abidjan parce que tout est concentré à Abidjan. Les fonctionnaires, ceux mêmes qu'on envoie à l'intérieur, dès qu'ils font 1 an ou bien 6 mois, ils cherchent à revenir à Abidjan parce que tout est concentré à Abidjan. Ici, de l'autre côté, il n'y a rien. Il faut vraiment que ça soit fait et ça doit être un débat lors des campagnes électorales, que chaque candidat, ça doit être un sujet très important pour la campagne électorale. Donc, carton rouge pour cette question-là. Le RHDP semble avoir tout réussi, mais sauf à ce niveau-là aussi, c'est un problème. Bien, Marcelin Niawa, carton rouge. Carton rouge au gouvernement et au RHDP qui refusent le dialogue, qui opposent l'arrogance à l'opposition et aux Ivoiriens dans leur ensemble. Il faut discuter pour qu'on ne puisse plus vivre la situation de 2010-2011. Arsène Anoma, carton rouge. Pour moi, carton rouge à l'opposition ivoirienne. À l'opposition ivoirienne qui, au lieu de s'inscrire dans le jeu démocratique qui est en cours, de se donner les moyens de participer à une présidentielle inclusive, démocratique et apaisée, veut forcément discréditer le pays, discréditer le pouvoir et veut forcément alourdir le climat social. Donc, carton rouge à cette opposition irresponsable qui, se sachant déjà perdante à la présidentielle, essaie de trouver une échappatoire par des moyens non démocratiques. Monsieur Eric Balé, dernier carton rouge de cette semaine avec vous. Carton rouge au ministère en charge de l'assainissement, on en a déjà parlé, mais la saison pluvieuse a commencé et on voit bien qu'il y a des ouvrages qui ne sont pas bien dimensionnés, qui n'ont pas été reconstruits, qui vont encore provoquer des inondations, les caniveaux n'ont pas été curés
Il y a même beaucoup de voies où il n'y a pas de caniveau du tout. Donc vraiment, ça fait que au moment des pluies, on est tous inquiets pour tous ceux qui sont dans les zones inondables. Bien, nous sommes maintenant dans la dernière rubrique de cette émission, c'est le chiffre du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour et le chiffre d'aujourd'hui, c'est 40 000. 40 000, c'est le nombre d'interventions du groupement des sapeurs-pompiers militaires en 2025 en Côte d'Ivoire. Les interventions ont triplé en une décennie, passant de 13 000 en 2014 à 40 000 en 2025. Cela représente en moyenne 110 sorties par jour, soit une intervention toutes les 13 minutes. Réaction, Marcel Niawa. Oui, vraiment, c'est une bonne chose de démultiplier le nombre de sapeurs-pompiers en Côte d'Ivoire. Je salue encore l'action du gouvernement. Il faut que ça continue ainsi pour que tout le territoire soit couvert. Mais j'ai été quand même malheureux de découvrir, malgré cette présence des sapeurs-pompiers, à 1 minute d'Agamé, du marché d'Agamé, tout le marché a pris feu, a cramé. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Peut-être qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire, je ne sais pas, mais je spécule quand même. Il faut que les sapeurs-pompiers soient à l'heure, il faut qu'ils soient suffisamment équipés pour que de tels événements ne se produisent plus en Côte d'Ivoire. Bien. Arsène Anoma, réaction? Non, moi, en fait, ces genres de chiffres-là démontrent que la Côte d'Ivoire est un pays qui se reconstruit, qui revient sur le devant de la scène. Ce sont des chiffres qui font plaisir, qui montrent qu'il y a un travail qui est fait. Si les sorties des sapeurs-pompiers sont démultipliées, c'est parce que les bases, les casernes des sapeurs-pompiers se sont multipliées sur toute l'étendue du territoire. Le matériel des sapeurs-pompiers s'est étoffé, s'est modernisé. Donc aujourd'hui, ils interviennent plus facilement, plus rapidement, même si, comme l'a dit mon voisin, il y a des situations, mais je pense qu'ils peuvent s'expliquer par certaines choses. Donc moi, je suis satisfait, je suis heureux. Et pour moi que le gouvernement, comme il le fait déjà si bien, continue à équiper nos soldats du feu afin qu'ils puissent être au quotidien auprès des populations pour faire face aux sinistres. Richard Ballet. Oui, l'autre angle sous lequel on peut voir cette augmentation d'intervention, c'est aussi l'augmentation des sinistres. Et pourquoi les sinistres augmentent? Les sinistres augmentent certainement parce que les conditions de vie ne sont pas améliorées. Parce que les sapeurs-pompiers, ils sortent pourquoi? Ils sortent quand il y a des accidents. On disait la dernière fois que l'OSER n'est plus l'OSER d'avant, qui était dans la sensibilisation à outrance pour que les conducteurs se comportent mieux. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Ça peut être pour les incendies. Les incendies, pourquoi? Parce que les maisons sont mal construites, les branchements électriques sont mal faits. Donc, moi, je pense que tous ces sinistres-là témoignent des dysfonctionnements au niveau de notre société qu'il faut corriger et aussi de la nécessité de sensibiliser davantage les populations pour leur sécurité. Gaël Lakba, dernière intervention. Alors, on va parler de nette amélioration au fil des années. Les sapeurs-pompiers aujourd'hui sont à féliciter. On voit que ils font quand même des efforts et puis relativement. Ils viennent toujours en retard. Voilà, il y a des trucs qui peuvent l'expliquer. Mais sur l'étendue du territoire, il y a plusieurs endroits où il n'y avait pas de casernes, où maintenant il y en a. Mais faut encore plus de moyens aux sapeurs-pompiers. Il leur faut encore plus de moyens. Je ne sais pas s'ils disposent d'un hélicoptère d'intervention. Oui, maintenant, ils en ont. On en avait besoin la dernière fois, par exemple, sur l'autoroute, là où les gens ont cramé, où l'hélicoptère était, on ne sait pas. Voilà. Donc, il y a l'incivisme aussi qui les fatigue. Quand ils viennent souvent avec les embouteillages, il y a des gens qui ne veulent pas leur laisser le passage. Tout ça, c'est un peu compliqué. Puis, il faut former aussi les populations sur les risques d'incendie. Souvent, même les sociétés, nos maisons et tout ça, on n'a même pas de dispositifs de prévention. D'extincteurs, on en a. Tout ça, on n'a pas. Même les véhicules et tout. Ce qui fait que dès qu'un incendie, pas normalement un citoyen, quand l'incendie, qui est formé, si on est tous formés, quand l'incendie se déclare, on doit avoir certains réflexes d'abord, avant qu'eux, ils puissent arriver. Tout ça, c'est des choses à faire. Sinon, dans l'ensemble, ça va, mais il faut améliorer. Merci, cher consultant, puis Richard Ballet, Gaël Lakba, Marcel Niawa, Arsène Anoma. Rendez-vous la semaine prochaine, chers téléspectateurs, pour
pour faire le tour de l'actualité qui animera bien sûr la vie de la nation du vendredi jusqu'au lundi. Donc rendez-vous 19h50 le lundi. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et puis bon vendredi à tous et à toutes.